Bonsoir à tous, bienvenue dans Pixel Perfect, votre émission qui parle de la culture geek et des univers imaginaires en Moselle et dans le reste du monde. Et comme chaque semaine, à l'accoutumée, nous allons parler de tout ce qui fait l'actualité et notamment cette semaine de l'intelligence artificielle dans la création, jeux vidéo, jeux de rôle et même dans les séries en compagnie d'Olivier Jarige, journaliste au Républicain Lorrain. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi l'homme étoilé, infirmier et illustrateur installé à Metz. Il sort aujourd'hui sa nouvelle bande dessinée « Je suis au-delà de la mort ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci de me recevoir. Bonsoir, Jonathan. Et puis notre grand format aujourd'hui, ce sera sur une exposition qui se tient en ce moment au Centre Pompidou-Metz, qui mêle art et jeux vidéo. Ce sera jusqu'en janvier. On y a fait un tour. Mais avant tout, chaque semaine, nous revenons sur ce qui fait parler dans la culture geek. C'est parti pour l'actu. Et la principale information cette semaine, c'est cet appel à la grève qui a touché les syndicats des auteurs de la télé et du cinéma à Hollywood. Alors un appel à la grève qui s'est terminé il y a quelques jours seulement avec un accord. Mais malgré tout, les productions vont rester en pause. Des auteurs qui protestent notamment contre l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle dans la création. Un débat qui commence à toucher aussi d'autres aspects de la création, notamment les jeux vidéo avec des développeurs qui participent à l'appel à la grève. L'IA qu'on retrouve aujourd'hui partout, par exemple, on va le voir dans cette vidéo Galactic Civilization 4, un jeu qui utilise ChatGPT. Les joueurs peuvent utiliser donc ce générateur pour concevoir des quêtes, des lignes de dialogue et même des personnages générés à la volée dans le jeu. Olivier, est-ce que ça risque de changer radicalement notre façon de créer ? En fait, la question, c'est au niveau de l'intelligence artificielle, on en attend quoi? On en attend, en fait, finalement, qu'elle facilite la vie de tout ce qui est programmation simple. Et au fond, de tout ce qui est les bases où on s'ennuierait à mettre en ligne tout un tas de choses. Ce qui va rester, au final, ce qui va résister à l'intelligence artificielle, c'est toute la créativité pure. Parce qu'effectivement, on a parlé de ces fabuleux CIA qui sont capables de reproduire des tableaux à la perfection, à la manière de Dali, tout ça, etc. On a parlé de tout ça, mais en fait, on n'est toujours que sur la compilation de ce qu'on sait. Ce que sont capables d'apporter des créateurs dans le jeu vidéo, ça sera toujours justement leur créativité en plus et quelque part leur coup de génie. Et c'est ce qui fait que du coup, au niveau de l'IA, oui, elle va prendre de la place. Oui, effectivement, il y aura plein de sociétés qui vont y avoir recours parce que c'est tellement moins cher et c'est plus pratique et qu'on peut paramétrer plein de choses. Mais derrière, on va bien se rendre compte qu'à un moment ou à un autre, il y aura une limite, tout simplement parce que c'est ce qu'on voit déjà dans les séries télé. Il suffit de regarder, il y a une telle abondance de séries télé aujourd'hui en streaming que finalement, celles qui commencent à sortir, c'est celles pour lesquelles on va chercher des auteurs et des réalisateurs vraiment, et non pas une IA derrière. Donc là-dessus, oui, l'IA va prendre de la place de plus en plus, mais non, il y aura toujours une part de gens où on va aller chercher autre chose. On rappelle Dali ou ChatGPT, pour les alimenter, il faut qu'il y ait des humains derrière qui remplissent les algorithmes. L'IA, on la retrouve partout. Je rappelle aussi, par exemple, que l'éditeur Hasbro, qui publie aujourd'hui des jeux de rôle dont on a parlé la semaine dernière, Donjons et Dragons, ou le jeu de cartes Magic, a annoncé intégrer des outils IA dans ces jeux pour remplacer, alors là c'est encore pire, pour remplacer le maître du jeu, donc la version humaine dans ces jeux. Des gros sites du secteur ont déjà annoncé qu'ils refuseraient désormais de vendre du contenu écrit par des machines. Alors jouer sans l'aide d'un humain, est-ce que c'est envisageable ? Je crois qu'il faut repartir aussi aux fondamentaux, pardon pour cette minute de culture, mais on va citer Roger Caillois, sociologue, qui a écrit un bouquin énorme dans les années 50, à une époque où il n'y a pas les jeux vidéo, il n'y a pas les écrans des jeux et des hommes. Il dit les 4 bases fondamentales d'un jeu, c'est le vertige, la compétition, la bulle, le règlement et aussi l'aléa. Et or, si vous passez par une intelligence artificielle, vous aurez toujours la compétition, vous aurez éventuellement le vertige au sens où vous allez très vite et vous êtes dans une sensation physique, mais vous n'aurez pas l'aléa au sens où si vous rentrez toutes vos données et vous dites voilà au jeu vidéo, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends, et en fait vous serez plus surpris. Et comme en plus une grande part du jeu c'est d'être dans une autre interaction avec les gens et finalement de les découvrir autrement que ce que vous voyez dans la vraie vie, forcément ça va séduire une minorité de gens, exactement les mêmes gens qui jouent aux échecs ou qui jouent au mahjong finalement quelque part, mais pas les autres. Alors Xavier, justement, en parlant de cette IA dans la création, vous êtes illustrateur. Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou qui vous fait peut-être peur ?
Ça me fait un peu flipper, ouais. Je sais qu'il y a une première bande dessinée qui est sortie il y a quelques semaines ou mois, qui a été conçue exclusivement par une IA. Moi, c'est ce monde qui va toujours plus vite, toutes ces technologies qui nous rendent service, qui sont utiles, mais qui en même temps, quand on en abuse, deviennent une espèce de pollution inutile et un peu asservissante. Et j'essaye de me tenir un petit peu à distance de ça. Ouais. Donc dans la création, c'est pas un outil qui personnellement m'intéresse en tout cas. D'accord. Justement, j'ai demandé pour la préparation de cette émission, j'ai demandé à ChatGPT si c'était un risque de l'utiliser, et ChatGPT m'a répondu que comme toutes les technologies, il fallait y aller mollo, et ça peut autant rendre service que voilà. Donc il est quand même assez intelligent comme système, au point d'être critique sur lui-même. On reviendra avec L'Homme étoilé tout à l'heure pour parler justement de la bande dessinée Je suis au-delà de la mort, qui sort aujourd'hui. Mais avant, dans le reste de l'actualité, en Moselle, on parle aussi du festival du jeu de Petite-Rosselle. C'est ce week-end, samedi et dimanche. On y retrouvera une partie gaming avec de la réalité virtuelle, des jeux sur Switch ou sur PS5, mais aussi du jeu de société, de la street food franco-japonaise. Une 7e édition qui se déroule en après-midi, donc samedi et dimanche, à l'Espace Concorde. Et puis ce soir, la nuit One Piece de 18h30 à 20h30 à la librairie Isler BD Bis à Thionville, avec des animations, des produits dérivés, la mise en vente aussi en avant-première du tome 105 et un tome 100 collector à gagner. Et puis de 20h à 23h chez Momi, cette fois à Metz, avec le tome 105 aussi, des goodies à récupérer ou encore la présence du TikToker by Tidro, la librairie Momi qui vous accueillera d'ailleurs, Xavier, demain pour une dédicace. On va en parler dans un instant, mais place d'abord au grand format. Et le grand format aujourd'hui jusqu'en janvier au centre Pompidou-Metz, découvrez l'exposition World Building grâce à des jeux vidéo, à de la réalité virtuelle aussi. Des artistes ont créé des œuvres qui questionnent sur l'homme. On y a fait un tour dans le musée. Regardez. Donc avec le joystick, on peut se promener et on peut habiter le corps d'un de ces organismes. De l'art avec les jeux vidéo. Le Centre Pompidou-Metz présente World Building, une exposition qui questionne sur l'humain à travers des créations artistiques digitales. L'artiste est en train de regarder le soleil se coucher. C'est une sorte de moment de paix souvent rare dans les jeux vidéo grand public. Donc ça aussi, c'est encore un exemple d'une œuvre dans cette exposition qui est une forme de contre-jouet ou qui est différente par rapport au jeu grand public. Une vingtaine d'œuvres, autant physiques que numériques, sont dévoilées. Une exposition qui adapte celle de Düsseldorf par Hans-Ulrich Obrist avec une question. Comment les artistes peuvent imaginer et créer des nouveaux mondes grâce au 10e art? C'est toujours un débat, mais on pourrait le considérer une vraie forme d'art. Mais une bonne partie des expositions dans les musées récemment sont autour de cette idée de montrer que les jeux vidéo grand public ou existants sont une forme d'art légitime. Entre un Super Mario bloqué dans son monde, une bourse d'échange interactive ou un jeu de tir où il faut éviter d'abattre les personnes issues de la communauté trans-noire, l'exposition alterne les propositions artistiques très différentes. Le public familial qu'on a beaucoup reçu cet été, donc des familles, grands-parents, petits-enfants, apprécie particulièrement parce que c'est rare dans un musée de pouvoir expérimenter les œuvres. Le public est invité à enfiler les casques de réalité virtuelle ou à prendre la manette en main jusqu'au 15 janvier 2024. Et on passe à la dernière partie de notre émission avec notre invité, L'Homme étoilé. Xavier, vous êtes connu sous le pseudo de L'Homme étoilé, donc vous êtes installé à Metz depuis 2010, infirmier en soins palliatifs. Vous avez partagé votre quotidien en images sur Instagram avec 170 000 abonnés aujourd'hui. Ça a donné lieu à plusieurs romans graphiques et aujourd'hui, sortie de ce livre, Je suis au-delà de la mort, un livre qui paraît chez Le Lombard. On découvre Jean, un rocker qui va commencer une carrière de rockstar aux États-Unis, mais qui découvre qu'il a un cancer des poumons. Alors cette histoire parle de la mort aussi, mais ça parle surtout de la vie, avec beaucoup d'humour, de sourire, inspiré de votre vie justement. Disons qu'elle m'a été inspirée par une rencontre avec un patient il y a plus de 10 ans maintenant. Un patient auquel on venait d'annoncer l'impossibilité de le guérir.
Et j'avais passé 2 heures à son chevet ce matin-là pour essayer de comprendre comment il cheminait à travers cette nouvelle. Et on a beaucoup échangé sur ce qu'a été sa vie, sur ses rêves, des rêves qu'on partageait notamment, lui et moi. Et tout est parti de là en fait. J'avais envie d'écrire une histoire sur les rêves, sur ce qu'ils deviennent quand la maladie atterrit dans notre vie. Et une belle histoire d'amitié aussi, de résilience et de deuil. Ouais. Ouais, c'est une histoire d'amitié où on découvre donc 2 personnages aussi. Il y a Franck qui est un personnage qui est avec lui dans cette chambre et qui va l'emmener dans des aventures. Il y a un peu de vous dans les 2 personnages? Oui, c'est ce que je me plais à penser, c'est que finalement, toute fictionnelle qu'elle soit, c'est peut-être une de mes productions les plus autobiographiques parce qu'il y a un petit peu de moi dans le côté rocker introverti et marshmallow de Jean et le côté plus rock'n'roll justement de Franck que j'ai véritablement conçu comme cette espèce d'homme étoilé en fait qu'il peut être pour Jean. Et d'où est venue donc l'envie de transposer vos histoires en dessin? Vous dessiniez déjà avant? J'ai toujours dessiné, je pense qu'en tant que Bruxellois, c'est un petit peu dans notre ADN. J'ai commencé à partager mes anecdotes d'accompagnement en 2017 sur Instagram. Pas avec la volonté de les publier sous forme de bande dessinée, mais vraiment juste de partager mon quotidien et d'offrir peut-être un regard plus juste sur ce qu'il est. Là où voilà, on ne m'invitait jamais vraiment à en parler, parce que c'est vrai que quand je dis que je suis infirmier en soins palliatifs, je recueille beaucoup de réactions d'apitoiement, d'inquiétude, alors que j'adore mon métier en fait. J'ai la chance d'exercer un métier passion, donc voilà. Je suis au-delà de la mort, donc c'est votre nouvel album qui sort aujourd'hui. Tu as eu l'occasion de le feuilleter un petit peu. Tout à fait. J'ai une question par rapport aux premiers albums, par rapport à Je serai là. Qu'est-ce que ça change au niveau du dessin de savoir qu'on est parti sur une grosse BD comme celle-là, de 200 pages, avec tout le temps pour le dessiner? Est-ce que le dessin change? Le format change un petit peu parce que j'avais cette envie de faire une BD comme j'ai aimé les lire quand j'étais gosse, donc une BD avec des couleurs, avec des cases, dans un style très franco-belge, des personnages avec des gros nez. Donc j'ai véritablement fait la BD que j'aimais lire et que je rêvais de faire. Mais après, entre les lignes, dans la thématique, je pense que toutes les personnes qui ont lu et aimé mes premières productions, y retrouveront exactement les sujets que j'aime traiter et avec la sensibilité qui est la mienne, quoi. Alors 300 pages, donc drôles, émouvantes. Il y a beaucoup de pudeur, il y a de l'humanité aussi. On rappelle, vous êtes en dédicace demain, samedi 30 septembre, à la librairie Momie à Metz, entre 15h et 18h pour dédicacer cet album. Une rencontre brunch aussi au Fox Coffee de 10h à 13h. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi aussi, Olivier. Nous, on se retrouve vendredi 6 octobre pour parler à nouveau de l'actualité de la pop culture et des univers geeks. D'ici là, jouez bien et à bientôt sur Moselle TV.